production Binge Audio, évidemment. Quand mon invitée est arrivée à l'Assemblée nationale française, où elle allait travailler comme collaboratrice de député, quelqu'un de son équipe lui a donné ce conseil amical. Surtout, ferme ta gueule. 7 ans plus tard, dans son excellent essai « L'homme politique, moi, j'en fais du compost », Mathilde Viau réplique que comme on ne lui a pas dit de fermer les yeux, elle a regardé autour d'elle. Son regard, c'est ce qui m'a enthousiasmée dans son livre que je conseille à toutes et tous. Un regard débarrassé de toute déférence pour les détenteurs du pouvoir dit légitime. Un regard franc, audacieux. Un regard doux aussi quand elle imagine comment on pourrait tout changer. Dans son livre, elle porte un regard féministe sur une institution, l'Assemblée nationale, qui, comme tant d'autres, incarne et perpétue la domination masculine, bourgeoise et blanche. Je l'ai choisie pour ouvrir cette nouvelle saison des Couilles sur la table, parce que la méthode employée par Mathilde Viau dans son essai, je crois qu'on peut toutes et tous l'adopter et l'appliquer partout là où on se trouve. C'est un manuel qui nous montre comment regarder autrement ce qui nous semble normal, banal, dommage mais bon. Qui nous permet de regarder autrement tout ce dont on se dit « c'est comme ça changera jamais ». Alors que justement, on pourrait tout changer. Non seulement parce que ça serait plus démocratique, mais aussi parce qu'avec la catastrophe écologique que nous sommes en train de vivre, tout changer, c'est une question de survie. Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table. Alors salut chers auditeuristes et bienvenue dans cette nouvelle saison des Couilles sur la table où nous allons continuer avec mes invités à regarder notre monde par un prisme féministe pour pouvoir détricoter, nœud après nœud, la domination masculine mortifère. Dans cet épisode, pendant 1 heure, nous allons nous intéresser à l'Assemblée nationale, l'une des 2 chambres du Parlement français où nos lois sont élaborées, où siègent 577 députés élus au suffrage universel direct. Et nous allons examiner avec Mathilde Viau comment la masculinité hégémonique imprime sa marque partout, dans la façon de débattre, de travailler, d'organiser l'espace, d'exercer le pouvoir. Et puis nous allons discuter de comment ça pourrait être autrement, montrer des exemples qui existent déjà. Et non, tout ne sera pas résolu en respectant enfin la parité femmes-hommes. Bonjour Mathilde Viau. Bonjour Victoire Thierry. Vous êtes juriste en droit public et ça fait longtemps que vous combattez les violences sexistes et sexuelles en politique. En 2016, par exemple, vous avez fondé le collectif Chères collaboratrices, où vous recueillez la parole des collaboratrices d'élus victimes de violences. Plus récemment, vous avez lancé MeToo Politique, et puis avec 4 camarades, l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles, à l'origine des révélations, notamment sur Damien Abad, l'ex-ministre des Solidarités, qui était accusé de violences sexuelles. Ma première question va peut-être vous sembler naïve, mais je pense que c'est nécessaire qu'on revienne dessus. C'est, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement pourquoi, au fond, c'est important de s'intéresser à cette Assemblée nationale ? Est-ce que déjà, c'est une institution qui a du pouvoir ? Alors, l'Assemblée nationale, en soi, a très peu de pouvoir dans la Ve République. C'est un organe qui a été vraiment démuni de la plupart de ses fonctions au privilège de l'exécutif. Donc du président de la République et du gouvernement. Voilà, exactement. Ouais. Néanmoins, ça reste un lieu de performation du pouvoir. C'est-à-dire que c'est la façon, enfin c'est un lieu éminemment culturel en fait, dans lequel vont se déployer les débats, parce que c'est le seul lieu de débat avec le Sénat évidemment, mais c'est les seuls lieux de débat qui sont rendus visibles à la population. Et donc par conséquent, c'est aussi là où le pouvoir se manifeste réellement pour les citoyens et les citoyennes. Et donc c'est là où se déploie l'ensemble des codes de la politique, tels qu'ils vont venir en fait structurer l'espace mental et l'espace de la vie publique des gens. Et donc c'est aussi pour ça que ça me semblait hyper important, c'est parce que il y a des défauts dans la fiction qui est créée de l'Assemblée nationale en tant que lieu de pouvoir, et il faut pouvoir les regarder de façon avec un regard assez vif et acéré pour pouvoir se rendre compte qu'en réalité on a un problème avec la façon avec laquelle on fait de la politique et la façon avec laquelle la politique se déploie dans nos vies, etc. Et c'est exactement ce que vous faites dans le livre, où vous commencez par décrire
avec un peu comme si vous étiez une extraterrestre, une voyageuse venue vraiment d'un pays très lointain ou d'une autre époque, et vous arrivez dans ce lieu et vous décrivez votre sentiment de malaise et d'inconfort et le sentiment de ne pas être à votre place à cause du faste, en fait, des lieux, du fait qu'il y a des dorures partout, que les plafonds sont très hauts, que les moquettes sont très épaisses. Et vous écrivez que là-bas, tout est fait pour impressionner et que tout est fait pour écraser celles et ceux qui viennent pas de là. Pourquoi c'est important ? Pourquoi vous faites remarquer ces dorures, ce décor, tous ces détails qui peuvent sembler anecdotiques ? Je le fais remarquer parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui n'étaient pas impressionnés. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que ce bâtiment-là, en fait, il vise à planter un décor et à amener de l'humilité chez tout le monde pour permettre, en fait, de se rendre compte de l'importance de la tâche que c'est de faire la loi. Et donc, finalement, mettre tout le monde dans une situation d'humilité. En fait, il y a une vraie distinction entre les personnes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont habituées à ce faste-là, qui considèrent que c'est un lieu d'exercice normal et qui, par conséquent, se sentent à la maison. Et il y a d'autres personnes qui, moi c'était mon cas, se sentent pas forcément à l'aise. Ça vient pas que par le faste, ça vient aussi par beaucoup d'autres choses qui ont cours à l'Assemblée nationale. Et ça vient aussi avec la façon avec laquelle le pouvoir est exercé. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, c'est encore perçu, et la politique est encore perçue comme une arène dans laquelle descendent des gladiateurs qui sont là pour se porter des coups et dont l'idée, en fait, ça va être de voir la violence qui se déploie. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans les médias. Par exemple, je sais pas, Olivier Faure était interrogé la semaine dernière. Donc Olivier Faure, qui est du Parti socialiste. Qui est du Parti socialiste. Et qui a été élu... Et qui est membre de la NUPES maintenant, qui a été élu député. Les questions qu'on lui posait, c'était est-ce que vous vous sentez humilié par Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que vous entendez bien avec Julien Bayou ? Et donc, en fait, il y a une mise en scène perpétuelle de ces combats de coq, en fait, dont chacun doit venir pouvoir faire la démonstration qu'il est plus fort que l'autre. Ou qu'il n'est pas impressionné. Voilà. Qu'il a pas mal. Etc. Donc, il y a une mise en scène, en fait, de ce que c'est la politique, alors qu'on passe à côté complètement de l'ensemble des débats. Ça a une conséquence hyper importante sur ensuite les comportements et les recrutements du personnel politique. Parce que quand on valorise la violence comme étant un mode de gouvernance, c'est-à-dire que le fait que l'objectif ce soit de dominer l'autre pour pouvoir faire valoir son opinion, ça fait qu'on recrute le personnel politique en ayant en tête qu'il faut trouver des personnes qui soient agressives et dans la domination. Enfin, au-delà de cette violence-là, il y a d'autres choses qui peuvent mettre mal à l'aise quand on arrive à l'Assemblée nationale. C'est le fait que c'est un univers hyper bourgeois, hyper masculin, hyper blanc, et qu'en fait toutes les personnes qui s'éloignent de ces catégories-là, hyper hétéro aussi, toutes les personnes qui s'éloignent de ces catégories-là sont finalement méprisées, discréditées, et qu'on les renvoie à leur spécificité. À leur spécificité, exactement, et au fait qu'elles n'appartiennent pas réellement à ce milieu-là. Parce que ce milieu-là ne peut s'incarner que selon un archétype extrêmement précis. C'est un peu une forme d'intersectionnalité de la domination. Pour être un bon dominant et pour pouvoir bien incarner le pouvoir, il faut réunir des conditions très précises. Il faut être, donc, je répète, un homme bourgeois, blanc, si possible de plus de 50 ans, hétérosexuel, etc. De culture catholique, vous ajoutez aussi de culture catholique, etc. Donc, il est hyper... Enfin voilà, quand on remplit pas plusieurs de ces critères-là, évidemment, on se sent assez peu à l'aise dans ce milieu-là. Donc composter tout ça. Composter tout ça, exactement. Les jeter et faire en sorte que ça se transforme en engrais pour faire pousser autre chose. Exactement. Mais l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait un réel débat sur la démocratie qu'on pourrait mettre en place, la démocratie écologiste, féministe, antiraciste, par exemple, qu'on pourrait mettre en place. Et sur comment on pourrait complètement organisé différemment, mais au jour le jour, même le quotidien, les sûr. Bâtiments, les règles de réunion et la façon dont on débat, par exemple. Tout. Il y a rien qui va en réalité. Par exemple, non mais quand on se balade à l'Assemblée nationale, le premier truc qui est hyper frappant, c'est quand même que donc il n'y a aucune femme. Avant 2016, il n'y avait aucune femme représentée dans les bustes de l'Assemblée nationale. Aucune femme avec un nom. Aucune femme avec un nom, sinon il y a des allégories, bien sûr, il y a des Marianne, etc. Mais aucune femme avec un nom. En 2016, Olympe de Gouges a été, le buste de Olympe de Gouges a été mis en place. Tout le monde s'est dit, c'est super, on a fait notre BA, les femmes sont représentées maintenant. Sachant que le parcours à l'Assemblée nationale est
vraiment jonché de bustes de sombres inconnus qui ont peut-être marqué un peu l'histoire, mais pas tant. Et que du coup, il y a un effacement total des récits, en fait, et de la vie politique de la majorité de la population. Vous faites aussi remarquer que tout le monde trouve ça normal, que toutes les personnes qui nettoient les locaux, par contre, ne ressemblent pas du tout aux personnes qui sont élues. Pour être clair, toutes les personnes qui travaillent au ménage et au nettoyage de l'Assemblée travaillent la nuit et sont des personnes racisées. Et qu'il y a très peu de discussions là-dessus. Ou alors, est-ce que vous en avez vu ? Il y en a eu un petit peu, mais qui n'était pas basé sur le fait que les personnes étaient racisées, mais le fait qu'elles étaient mal payées. François Ruffin a notamment demandé à ce qu'il y ait un 13e mois, etc. Mais moi, je pense que là-dessus, il y a une sorte de cécité qui ne concerne pas que l'Assemblée nationale, qui est une cécité collective. Et c'est un endroit où le féminisme n'est pas allé assez loin. C'est-à-dire qu'on a décidé, en fait, que les tâches qui étaient normalement confiées aux femmes blanches dans les foyers allaient désormais être confiées à d'autres personnes pour libérer les femmes. Et donc, du coup, il y a eu un déport entier de toutes les tâches ingrates, en fait, sur les personnes racisées, les personnes les plus précaires, etc., qui est une structure de société qui mérite d'être regardée. Mais juste le fait de confier à des personnes le nettoyage de ses propres déchets, c'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce nécessaire ? Est-ce qu'on ne considère pas que chacun devrait prendre en charge ses propres déchets ? D'ailleurs, ça permettra à chacun de se rendre compte de ce qu'il produit. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on arrive à observer. Là, pour le coup, je dépasse le cadre de l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est effectivement très marquant de toute façon, quand on arrive à l'Assemblée nationale, de voir vraiment qu'il y a très peu d'élus, par exemple, qui sont racisés, et de voir tous les matins des centaines de personnes qui repassent les portillons épuisées, probablement pour prendre des transports en commun pour aller loin, après une nuit de travail, en fait, dans cette maison du peuple qui, en fait, n'a pas la couleur, la tessiture, ne représente pas le peuple, étant donné qu'en fait, la représentation, elle est biaisée totalement par des critères de sélection qui ne permettent pas à tout le monde d'être représenté. En fait, dans cette Assemblée nationale, la majorité des députés, des personnes qui sont élues, sont de ce qu'on appelle les cadres et les professions intellectuelles et supérieures. C'est environ 70% des élus. Et donc, c'est 4 fois plus que leur nombre dans la population générale. Dans l'histoire de la 4e et puis de la 5e République, il n'y a jamais eu en fait d'Assemblée nationale qui aurait représenté parfaitement la structure socio-économique de la population. Il y a de moins en moins d'ouvriers, par exemple, à chaque législature, et il y a de moins en moins de personnes issues des classes populaires, donc ouvriers ou employés. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se fait en fait ? C'est quoi les mécanismes qui empêchent les personnes de catégorie populaire d'accéder à cette Assemblée nationale ? Lorsque vous êtes un cadre, par exemple, que vous avez votre propre entreprise, pour vous présenter à une élection, vous pouvez poser 2 mois éventuellement, vous faire remplacer, etc. Vous décidez. Si vous êtes salarié, le Code du travail prévoit très peu de jours. Vous pouvez ne pas être rémunéré, donc perdre votre rémunération. Si vous avez des enfants, par exemple, et que vous êtes une femme, il va falloir faire garder vos enfants, etc. Et donc, il y a plein de mécanismes aussi qui ne sont pas prévus pour pouvoir accéder au pouvoir et permettre à tout le monde d'y accéder. Après, il y aurait moyen de réfléchir à des correcteurs. Alors, comment ça pourrait être autrement ? Il y a des expérimentations qui existent. Par exemple, là, il y a eu la Convention citoyenne pour le climat qui a eu lieu pendant ce mandat, qui a été un échec patent parce qu'aucune des propositions, quasiment, il n'y a que 10% des propositions qui ont été retenues. Et elles ne sont pas encore du tout mises en application. De ce point de vue-là, c'est un échec ? De ce point de vue-là, c'est un échec. Mais d'un point de vue de la méthode, c'est hyper intéressant parce qu'il a été décidé que des citoyens, des citoyennes étaient tirés au sort sur la base d'une représentativité la plus accrue possible. Donc, ils ont vraiment fait attention à ce qu'il y ait des ruraux et des urbains, des hommes, des femmes, différentes personnes avec différents âges. Différents métiers, évidemment. Différents métiers. Bref. Ils ont vraiment essayé de prendre des critères qui soient assez fins pour permettre une représentativité la plus accrue possible. Et on a vu des personnes, donc 150 personnes, arriver en ne connaissant pas grand-chose pour la plupart à la politique, se passionner pour les sujets qui leur étaient donnés. Ils avaient 9 mois pour réfléchir. Ils étaient rémunérés. Ils avaient 9 mois pour réfléchir à un sujet précis. La plupart d'entre eux se sont passionnés, sont repartis chez eux extrêmement politisés. Et le résultat final a été aussi bon qu'un texte de loi. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qu'on dit...
on a une illusion de la compétence dans le monde politique. On considère que seuls des politiciens, comment on peut dire, affirmés, peuvent entraîner, qui Voilà, ont des c'est ça. talents très particuliers, qui sont vraiment trop forts Exactement. pour s'exprimer, pour imaginer des lois, qui sont vraiment très très intelligents, quoi. Voilà. Mm. Seules ces personnes-là peuvent réussir à faire la loi. C'est complètement faux, c'est archi faux. Et par ailleurs, je pense même que c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'absence totale de certaines franges de la population empêche d'avoir accès à une intelligence collective, c'est-à-dire de régler les problèmes de tout le monde. Pour l'instant, on a des personnes qui sont très particulières, qui sont aux manettes de l'État et qui répondent à leurs propres besoins. Parce que le reste, c'est pas forcément par malveillance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'elles ignorent. Elles ne peuvent pas sentir les besoins des gens c'est-à-dire qu'il y a une absence totale d'expérimentation de certains vécus. Et du coup, ils savent même pas que des besoins existent. Mais je voudrais qu'on revienne ensemble sur certaines des choses que vous décrivez dans votre livre sur les mécanismes qui permettent au sexisme de perdurer et aux femmes d'être exclues à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que, le sexisme, ça fonctionne à peu près de la même façon, un peu dans tous les milieux de travail, mais disons qu'il y a des styles, différents, selon l'endroit où on se trouve. À l'Assemblée nationale, vous racontez comment les femmes sont exclues sous couvert d'humour, beaucoup. On fait des plaisanteries sur elles. Et à la fois, vous dites que ça n'a rien à voir avec l'humour. Oui, on aime se moquer des femmes. Déjà, on aime ramener les femmes à beaucoup de choses qui ne concernent pas le travail. À leur tenue, à leurs enfants, à leurs activités de loisirs, les vacances et tout. C'est rare que la première question qu'on pose à une femme, ce soit une question politique. On considère rarement les femmes comme des adversaires vraiment tangibles ou comme des camarades vraiment tangibles. Il y a toujours une sorte de, quand même, c'est pas des hommes, quoi. Donc, une absence de considération vraiment pour ce qu'elles sont. Et donc, par conséquent... Et pour leurs idées, pour ce qu'elles portent. Exactement. Ouais. Et donc, par conséquent, on se moque assez facilement d'elles, on les raille, etc. En plus, c'est quelque chose qui est assez pas forcément perçu par les femmes qui sont là depuis longtemps ou qui ont l'habitude d'être confrontées à ça. J'ai l'impression que les femmes qui sont dans la politique depuis longtemps se disent ça fait partie du jeu. Donc moi j'ai l'impression que ça a un impact considérable sur la façon avec laquelle elles sont perçues et sur la façon avec laquelle elles peuvent porter des idées. Mais pour certaines, elles se disent écoute, je vais pas m'échiner à me focaliser là-dessus, j'ai bien d'autres choses à faire. Ouais, déjà, vous avez raison, c'est sous couvert d'humour, mais c'est un humour qui est absolument pas drôle. Enfin, c'est-à-dire que il y a pas d'esprit, il y a pas de. D'ailleurs, le monde politique est quand même un monde. On rigole pas beaucoup quand même, hein. Ça arrive qu'on rigole, mais c'est quand même toujours un peu la même chose, quoi. Moi, je préfère largement mes collectifs féministes. Cette forme d'humour-là a une fonction très précise, qui est de dire aux femmes, ta place n'est pas là. C'est-à-dire que le sexisme, au-delà des agressions, etc. peut passer par l'humour aussi. En fait, c'est des blagues automatiques. Oui. C'est des sous le vernis un peu marrants. En fait, il n'y a pas grand-chose. C'est quand même assez gris, tout ça. Oui, c'est assez gris. Mais l'objectif n'est pas de faire de l'esprit, clairement. L'objectif, c'est de signaler aux femmes qu'elles n'ont pas leur place là, véritablement. Et donc, du coup, on peut se moquer un petit peu d'elles, etc. Et c'est de les faire se sentir un peu mises à l'écart, en fait. Quand on est mis à l'écart, on n'est pas très à l'aise et on finit par partir en réalité d'un collectif. Donc, et on travaille moins bien, vous dites. Oui, en fait, ça a aussi ça comme fonction, le fait de faire ces mauvaises blagues, ces trucs automatiques, un peu comme quand vous disiez tout à l'heure. Voilà, typiquement, le mec qui va vous dire tout le temps « ça va, je peux te faire la bise » ou c'est une agression, ou de faire sans arrêt des blagues pas drôles sur ça. Si on se sent mal à l'aise, on travaille moins bien. Oui, on travaille. Comme je pense tout le monde je pense que tout le monde a déjà eu cette expérience-là d'être un peu déstabilisé, d'être un peu ralenti par le fait qu'on vient de se prendre une réflexion et qu'il faut l'encaisser avant de pouvoir se remettre à travailler et à se dire que on a le droit d'être là malgré tout. Et ça, c'est difficile de se le dire, en fait. Il faut vraiment se forcer parfois à se dire I belong there. Et je peux rester. Et du coup, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. Et pour l'instant, c'est assez peu dénoncé et les hommes entre eux continuent vraiment... il y a un vrai aussi entre-soi masculin, un boys club qui est hyper puissant, ou même d'un point de vue politique et du travail politique. Moi, j'ai vu des accords qui étaient faits dans des réunions avec des femmes qui étaient défaits 1 heure après à la buvette, en se tapant sur l'épaule.
Quoi ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, on a un accord politique entre deux partis, par exemple, lors d'une réunion où des femmes sont présentes, et puis les hommes se retrouvent à la buvette une demi-heure plus tard, et finalement, c'est une autre décision qui est prise entre hommes. Donc, c'est aussi des mécanismes qui sont hyper pervers, c'est-à-dire qu'après, les femmes ne sont pas mises au courant du nouvel accord, etc. Et du coup, par conséquent, elles se cassent les dents parce qu'elles font pas ce qui est demandé par le collectif, en fait. Donc, on crée aussi des situations dans lesquelles elles sont mises en danger. Et où à la fin elles peuvent pas travailler correctement. C'est hyper déstabilisant comme méthode. Attention parce que là vous dépassez les bornes. Oui c'est bon, c'est pas la peine de dire eh oh. Non je suis désolée, on ne s'adresse pas à la présidence de cette façon-là. S'il vous plaît chers collègues, de faire cesser les tablettes s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faudrait changer sur la façon d'intervenir en public, sur la façon dont se déroulent les débats à l'Assemblée nationale ? Non, mais le problème de la façon avec laquelle se déroulent les débats à l'Assemblée nationale, c'est souvent qu'il n'y a pas eu de temps préparatoire. Donc en fait, il y a beaucoup de caricatures dans ce qui est dit. On caricature les propos du gouvernement, qui va caricaturer les propos de la France insoumise, qui va caricaturer les propos des Républicains, parce que chacun se met dans une sorte de rôle modèle, d'assumer, d'incarner l'idéologie qu'il ou elle est censé défendre. Mais en réalité, la régularité avec laquelle les textes sont présentés aux députés ne permet pas d'avoir un travail de fond qui me semble suffisant. Et donc, on est aussi dans une urgence de la crise, etc., mais on est aussi dans une urgence de la fabrique de la loi qui, en fait, est néfaste au débat public et à la fin à la norme qui est produite. Et donc, on se retrouve toujours avec des normes un peu bancales, qu'il est nécessaire de revoir régulièrement, etc., qui peuvent être sanctionnées par le Conseil constitutionnel. Enfin bon. Donc, il y a aussi le travail est même pas bien fait, quoi. Non, c'est le problème. C'est que puisqu'on fait tout dans une sorte de galvanisation comme ça, d'une volonté de démontrer absolument d'écraser l'autre, on n'écoute pas les bonnes idées qui peuvent venir de partout. Le gouvernement, par exemple, je vous donne un exemple. Quand il y a des amendements qui viennent de l'opposition, ils sont mis dans un dossier dans lequel c'est marqué défavorable. C'est-à-dire que par principe, les amendements de l'opposition sont considérés comme recevant un avis défavorable du gouvernement, c'est-à-dire que par principe, le gouvernement ne veut pas les adopter, même sans les avoir lus. Donc, on se retrouve avec, finalement, je sais même pas si on peut parler d'un réel débat, c'est une sorte de forfaiture dans laquelle chacun a une posture à défendre, et l'objectif, c'est de ne surtout pas donner un point à quelqu'un d'autre, même si c'est dans l'intérêt de la nation. L'objectif, c'est de faire en sorte que on écrase bien la gueule du voisin. En fait, ce qui m'a le plus marqué à l'Assemblée nationale, c'est que on rentre dans un univers complètement fictif. C'est-à-dire que tous les codes, etc., qui sont mis en place sont là pour faire la démonstration du pouvoir. Mais en réalité, quand on gratte derrière, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de fumée, beaucoup de réunions, par exemple, où on répète inlassablement les mêmes choses, où notamment les hommes répètent, s'écoutent, parlent beaucoup, etc. Moi, dans un monde idéal, et qui n'est pas un monde que je ne connais pas, c'est-à-dire que c'est un monde que je touche des doigts quand je vais dans des réunions féministes, l'idée, c'est vraiment encore une fois, d'être à l'écoute, de changer les codes. Vous dites, c'est changer la façon dont on travaille justement, dont on s'écoute, dont on mène les débats. Est-ce que pour les personnes qui n'y ont jamais assisté et qui voient pas la différence entre les deux, est-ce que vous pouvez décrire la façon dont la façon dont ces codes sont différents en fait dans les collectifs féministes par exemple. Par exemple, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que quand on fait des réunions, étant donné qu'on n'est pas obligé de répéter ce que la voisine vient de dire, on va... Pour se faire valoir, pour se faire mousser. Voilà, okay. Exactement, ou pour se dire que c'est nous qui avons eu l'idée finalement, pour avoir la maternité de l'idée, ça c'est pas quelque chose de très intéressant. On va beaucoup plus vite, c'est pas forcément celle qui crie le plus fort qui a raison, c'est pas forcément celle qui parle le mieux qui a raison, et on est aussi, j'ai l'impression, beaucoup moins tourné vers... l'expression et finalement faire du vent que par l'action. Enfin, moi, quand je suis dans des collectifs féministes, on a des objectifs très précis et l'objectif, c'est de les mener à terme, quoi. Et donc, et on n'a pas le temps. On n'a vraiment pas le temps. On a toutes des vies professionnelles, militantes, familiales, personnelles, qui font que on n'a pas d'intérêt personnel et d'ego trip à se faire valoir dans ces collectifs-là. Moi, je pense que cette façon de faire de la politique, elle vient aussi de l'idée de faire carrière en politique. C'est-à-dire que pour pouvoir avancer dans le monde politique, il faut faire la démonstration de tous tous ces facteurs-là, de tous ces codes-là. Il faut montrer qu'on les maîtrise à fond.
c'est un vrai problème. La carrière en politique en soi est un vrai problème, notamment parce qu'elle est un frein à faire rentrer des personnes multiples. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils s'occupent des postes pendant 50 ans. C'est quand même hyper problématique d'un point de vue juste de la rotation des personnes qui vont occuper le pouvoir. Y compris à gauche, hein. Ouais, bien sûr. Voire à l'extrême gauche. Ouais, bien sûr. Mais vous voyez, j'ai du mal à imaginer... Quand on regarde là, l'Assemblée nationale, enfin moi la seule image que j'en ai c'est celle que je vois sur LCP qui retransmet les débats parlementaires. Un petit peu, j'ai du mal à imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Ce serait une présidente de l'Assemblée nationale qui couperait les hommes quand ils parlent trop, qui rappellerait à chacun comment bien s'écouter, qui leur ferait faire 10 minutes de méditation avant chaque débat pour que ça les pose tous. Non, mais je me dis que vraiment, ça leur ferait du bien. Hein, il y a eu des tentatives. Il y a eu une femme, lorsqu'elle présidait l'Assemblée, enfin, qu'elle présidait les débats, Sandrine Mastier, qui une fois avait donné une sanction avec prise sur indemnité pour un député qui l'appelait Madame le Président en permanence. Donc, elle considérait que ça nuisait à sa dignité, donc elle l'avait sanctionné. C'est possible de sanctionner, par exemple, les hommes n'écoutent pas les femmes quand elles parlent. Les micros sont... fixés sur des tessitures des voix d'hommes, ce qui fait qu'en fait les voix de femmes sont pas rendues de façon agréable au micro, et donc le ton monte, etc. Puis de toute façon, même si les voix étaient rendues agréables, je pense par les micros, de toute façon, il y aurait un désintérêt quand une femme prend la parole qui serait plus grand. Ça pourrait mériter des sanctions. C'est-à-dire, mais des sanctions ciblées, comme dans une classe, en fait, parce qu'on se retrouve avec des comportements qui sont d'un niveau hyper enfantin. Après, moi, je suis plus pour une évolution culturelle. En vrai, hein, l'idée, c'est quand même pas de les sanctionner comme des gosses, mais ce serait bien que, qu'ils voient les choses. Ce serait quoi des règles, en fait, quand on fait des réunions, quand on fait un collectif, quand on... Je pense qu'il y a des choses qui s'apprennent pas tant que ça, qui viennent de notre sociabilisation. Moi, j'entends souvent des gens dire les femmes se sentent moins légitimes que les hommes. Il faudrait que les hommes faudrait que les femmes arrivent à se sentir aussi légitimes que les hommes. Je suis pas certaine. Je suis pas certaine de ça parce que je pense que la légitimité dans laquelle les hommes se sentent est nocive en fait. Et donc je pense que il faut trouver un juste milieu. L'idée c'est pas du tout que les femmes continuent à se jeter des orties sur le dos et à se sentir mal. C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais il faut qu'on arrive et donc en réalité par notre sociabilisation et parfois l'humilité qu'on a quand on s'adresse à d'autres personnes, on met en place des mécanismes qui sont assez automatiques de par notre sociabilisation qui est en fait plus mesuré probablement dans nos rapports avec les autres et dans l'envahissement qu'on peut faire des sphères des autres. Je sais pas si ça s'apprend. Je pense que par contre la légitimité et l'overpuissance, ça peut se désapprendre. Et c'est plutôt aussi pour ça que je parle des hommes politiques. Moi, j'en fais du compost et pas que je dis les femmes politiques, je voudrais les mettre sur un piédestal. Je sais pas si ça m'intéresse en fait d'avoir des femmes puissantes. Je pense par contre il faut réussir à ramener un peu de raison dans la façon avec laquelle les hommes performent la politique. Tant qu'on considérera l'expression de la politique comme étant un lieu de combat, un lieu d'expression de la force, un lieu viril en fait. Le fait qu'il y ait des femmes en politique changera pas grand-chose. Elles seront obligées de se plier à ces règles-là. C'est quelque chose qu'on a vu en 2017, par exemple, avec l'arrivée quand même d'un peu plus de femmes et le rajeunissement de l'Assemblée nationale, où moi, on me posait cette question, est-ce que vous pensez que ça va améliorer les choses, etc. La vérité, c'est que c'est pas le cas du tout. Les personnes se plient à la norme sociale qui leur est imposée et à l'habitus, et à la façon avec laquelle les corps bougent et à tout cet implicite, en fait, qui est là et qui vient complètement structurer les comportements individuels. Et donc, du coup, les femmes n'ont pas de latitude, en fait, tout simplement pour impulser les changements. Quelque chose qui pourrait faire changer, je pense, par contre, ce seraient des femmes féministes. Si c'est des personnes qui arrivent au pouvoir en ayant pour ambition de transformer le pouvoir, et pas seulement de faire adopter telle ou telle mesure, comme des femmes non féministes pourraient le faire, mais si elles ont pour vocation de vraiment déviriliser le pouvoir, alors oui, dans ce cas-là, si elles sont plusieurs, ça peut avoir un impact. Mais il faut avoir cette volonté-là pour que ça change. Après, il y a quand même je sais pas, est-ce qu'il y a pas quand même des vertus à la parité ? Non, mais bien sûr qu'il y a des vertus à la parité, c'est sûr. Après, aussi, je pense qu'il y a certaines situations sur lesquelles il ne faut pas être dupe. On met les femmes en position de force lorsque la situation est extrêmement critique. C'est quelque chose... Oui, j'ai appris que ça s'appelait la falaise de verre. Ouais. Là qu'on a vu pendant les élections présidentielles avec la candidature d'Anne Hidalgo dans un PS qui était complètement moribond, la candidature de Valérie Pécresse, pareil, dans un parti qui était en train de mourir. Et là qu'on voit aussi avec la mise en place de Yaël Braun-Pivet à la tête de l'Assemblée nationale, dans une Assemblée nationale où il n'y a même pas de majorité correcte, en fait. Donc on lui demande de tenir les murs d'une maison dont c'est la première fois que les murs bougent autant. Donc, bon... Juste pour que ce soit
explicite en fait cette histoire de falaise de verre. C'est juste que quand la situation est complètement désespérée, que personne pourrait y arriver en fait, c'est pas possible. À ce moment-là, on nomme une femme en disant Voilà, c'est ça. Et après, du coup, c'est pratique parce que comme de toute façon la situation est désespérée, On peut dire que c'est de sa faute. Voilà, parce qu'elle est nulle. Hein. Exactement. Oui. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais là, chez les Républicains, il est hors de question que ce soit une femme qui se présente à la tête, parce que les Républicains, ça va mieux en fait, en ce moment. Ils sont redevenus un parti d'opposition crédible à l'aune des législatives, etc. Et donc, du coup, il n'y a aucune femme qui est prévue pour devenir chef des Républicains. Donc, voilà, on laisse aux femmes toujours la possibilité de se casser la figure et de faire la démonstration de leur incompétence et rarement la possibilité de réellement avoir du pouvoir, quoi. Vous parliez des collectifs féministes, de votre expérience, de la façon dont le pouvoir s'exerce différemment, dont les débats se mènent différemment dans les collectifs féministes. Vous avez monté 2 collectifs quand vous travaillez à l'Assemblée nationale. Vous avez commencé en 2016 avec le collectif Chères collaboratrices. Qui avait pour but de recueillir les témoignages et les récits de violences sexistes et sexuelles contre les collaboratrices à l'Assemblée nationale. Et là, vous n'avez pas été tellement surprise du résultat, je crois, parce que vous avez eu énormément de récits. En fait, l'Assemblée nationale, comme plein d'autres lieux de travail en France et dans d'autres pays, c'est un lieu où il y a des violences sexistes et sexuelles, du harcèlement sexuel, voire des agressions sexuelles de certains hommes contre certaines femmes. Oui, déjà quand on a créé le collectif, c'était juste après l'affaire Baupin. Et on a créé ce collectif parce qu'on a été hyper marqué par la façon avec laquelle l'institution avait réagi. L'institution, c'est-à-dire toutes les personnes qui composaient l'institution, qui se sont en fait mis en tête l'Assemblée nationale, donc. Non, mais les députés, les collabs, nos potes, etc., quoi. Je rappelle juste l'affaire Baupin, qui était le fait que Denis Baupin, qui était député... Et vice-président de l'Assemblée nationale. Chez les Verts, en fait, plusieurs femmes avaient... 14, pris la parole et pour dénoncer, pour les unes le harcèlement sexuel et pour les autres les agressions sexuelles dont elles avaient été victimes de la part d'un homme qui en plus s'affichait comme pro-féministe. Tout à fait. Et donc à ce moment-là, au moment où il a été accusé, beaucoup d'hommes en fait se sont mis à le défendre de façon absolument systématique, mais sans rien savoir de ce qui s'était passé, en discréditant la parole des femmes, en considérant qu'elles étaient atteintes mentalement, qu'elles menaient une cabale contre un homme de pouvoir, etc. Donc bon, les mécanismes classiques en fait qu'on connaît de minimisation et de discréditation. Et ça allait aussi sur nous, c'est-à-dire qu'on avait des copains qui nous disaient en nous faisant la bise, attends, je peux encore te toucher l'épaule ou tu vas aller porter plainte. Donc il y avait vraiment une volonté de dire ce que disent les femmes dans ce milieu-là, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas possible. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus, qui est qu'en fait, on a accusé pendant des années, et le MeToo qu'on traverse en ce moment, c'est pas un MeToo qui est neutre. Le MeToo... Le MeToo général, global, n'est pas un MeToo où c'est que les féministes... Enfin, c'est pas qu'un mouvement féministe, c'est aussi un mouvement de classe. C'est-à-dire que toutes les masculinités, j'ai l'impression dans les pays occidentaux, ne se valaient pas jusqu'à présent. On considérait que les hommes racisés étaient potentiellement des violeurs. On considérait que les hommes pauvres étaient potentiellement des violeurs. Le MeToo qui a lieu en ce moment, c'est un mouvement qui attaque le milieu du cinéma, le milieu du journalisme, le milieu politique, et qui vient nous dire, attention, hommes de pouvoir... hommes blancs, hommes bourgeois, vous aussi, vous avez des problèmes avec votre masculinité. Et c'est un peu en ça que c'est révolutionnaire, c'est que jusqu'à présent, on avait pas vraiment mis en place une sorte de piédestal sur lequel on avait placé une masculinité absolument pure, qui ne serait pas retorse, qui serait très galante, qui aimerait beaucoup séduire les femmes correctement, etc. Et donc voilà, là, le MeToo qu'on traverse en ce moment, j'ai l'impression qu'il est vraiment... sur cette question-là de qu'est-ce que font les hommes quand ils ont du pouvoir et quand... Enfin, voilà. C'est vraiment un décortiquage qui est assez précis, en fait, d'un type de masculinité qui, jusqu'à présent, avait été placé hors d'atteinte. Donc, vous fondez ce collectif-là, vous recueillez tous ces récits et vous vous dites que, en fait, en le dénonçant, il va se produire quelque chose. Oui, et on a été déçus au sein de l'Assemblée parce que...
Donc on crée ce collectif, etc. On se rend bien compte qu'à l'Assemblée nationale, ça ne plaît pas du tout, notamment aux fonctionnaires, etc. À certains et certaines députés qui nous accusent de jeter l'opprobre sur l'institution. Donc c'est pas les personnes qui se comportent mal et les hommes qui se comportent mal qui créent des problèmes, c'est les dénonciatrices des problèmes. Bon, encore une fois, c'est assez quelque chose qu'on connaît, mais bon. Non, mais ça fait quand même toujours mal. J'imagine que ça vous cause... heures et des heures de discussion, de remise en question, de malaise. Fatigant, en fait. Ouais, bien sûr. En fait, ça épuise parce qu'on est obligé de revenir à des argumentaires, etc. Bon, bref. Et on a dû entamer un bras de fer avec l'institution sur plusieurs choses. La première chose qui nous a été octroyée, mais vraiment du bout des doigts, avec un mépris assez drôle, c'était que il y a un rappel de la loi sur le harcèlement sexuel sur des bouts de papier avec du scotch mis dans les ascenseurs. Donc c'était vraiment pour montrer qu'ils se moquaient de nous, en fait, et qu'en plus ils mettaient sur les vitres des ascenseurs. Donc tout le monde était là, mais c'est envahissant, pourquoi dans l'ascenseur? Enfin bref, c'est pas le lieu approprié. Les rappels... En plus, l'ascenseur, avec toutes ces histoires de on peut pas monter avec une femme Exactement. dans un ascenseur sans être accusé de viol, Voilà. et tout. Ouais, okay. Donc au lieu de le mettre comme on le met pour toutes les autres, enfin tous les rappels obligatoires à la loi dans les collectifs de travail qui sont à des endroits précis en fait. Donc là il y avait vraiment c'était comme si c'était des petites annonces avec des petits numéros de téléphone. Enfin il y avait vraiment une sorte de négligence dans l'affichage. Bon bref, qui était là pour se moquer de nous. C'est le seul truc qu'on a obtenu pendant pendant que c'était Claude Bartolone qui était président de l'Assemblée nationale. Et ensuite, on a réussi, suite à un bras de fer avec Richard Ferrand, à avoir la mise en place d'une cellule de veille qui est imparfaite, qui est un cabinet extérieur, qui voit donc son marché renouvelé, qui a donc intérêt à ce que l'Assemblée nationale soit heureuse de son travail, qui est donc très éloigné de ce que nous avions demandé, puisqu'on avait demandé à ce que ce soit une institution indépendante. Et donc, en créant cette cellule de veille avec cette nature-là, avec un contrat renouvelable tous les ans, donc une structure fragile, c'est quelque chose qui dénote aussi du faible intérêt qu'il y a pour cette question. Vous avez fondé ce collectif. Est-ce que c'est difficile à fonder un collectif ? Comment on fait ? Pas du tout. C'est pas du tout difficile à fonder un collectif. Faut être plusieurs. Et c'est tout. Faut être plusieurs. Faut avoir une idée de ce qu'on veut faire et de la façon avec laquelle on souhaite le faire. Nous, on était 5 à l'origine. On s'est dit, on va faire un site internet. On va faire un appel à témoignages. On a reçu des témoignages. On les a publiés. C'est pas quelque chose de... En fait, j'ai l'impression on se fait souvent, on imagine souvent les choses beaucoup plus dures qu'elles ne le sont. Et là, pour le coup, c'est vraiment assez simple de créer un collectif. D'ailleurs, ce collectif, nous l'avons dissous. Donc, si des personnes qui travaillent à l'Assemblée nationale souhaitent recréer un collectif, sachez que la place est libre et je vous encourage vivement à le faire. Vous créez ce collectif, chères collaboratrices. Vous obtenez la mise en place de cette cellule de veille, mais bon... 5 ans plus tard, ouais. Voilà, donc en fait, vous trouvez que c'est quand même beaucoup... Mais vous essayez de jouer le jeu de l'institution, de le faire selon les règles, etc. Ouais. Ok. Et après, vous vous dites, ça marche pas. Vous êtes radicalisé, en fait. C'est pas de la radicalisation, c'est engager le rapport de force là où il doit être engagé. Parce qu'après, vous changez, vous avez dissous ce collectif. On a dissous ce collectif. Bon, déjà... Et vous avez créé un nouveau groupe qui est cet Observatoire des violences sexistes et sexuelles que vous fondez avec 5 autres personnes. 5 autres camarades. Enfin, 4 autres personnes. Vous êtes 5, donc avec 4 autres camarades. Et là, votre méthode est différente. Alors déjà, on vient de partis politiques différents, pour la plupart. Mais on se rend compte qu'on est face aux mêmes résistances dans nos organisations et qu'on a besoin de mettre la pression de l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'intéresser à là où les partis politiques sont sensibles. Ils sont sensibles à leur image et à la presse qui va sortir sur eux. Nous, ce qu'on a décidé de faire avec l'Observatoire, pour le coup, c'était vraiment basé sur les législatives et on va poursuivre notre action plus tard probablement de façon un peu différente, mais c'était de vraiment pointer les partis qui décidaient de valoriser, de laisser passer des candidatures et des investitures d'hommes qui avaient été mis en cause ou même parfois condamnés, comme c'était le cas pour Jérôme Perra, pour cas de violences sexistes et sexuelles. Et du coup, c'est ce qu'on a décidé vraiment de faire, donc c'est-à-dire de publier, en fait, il y a eu 6 articles de presse sur telle personne. Est-ce que, cher parti politique, est-ce que ça te semble normal ? Donc on s'est vraiment... appuyer sur la nécessité pour les partis politiques d'avoir bonne presse. Et du coup, entamer réellement un rapport de force médiatique qui fonctionne assez bien, en réalité. Et du coup, je pense que... après, il y a des résistances encore. Gérald Darmanin est encore là. Et donc, notre action n'est pas terminée. La puissance des hommes...
continue de les protéger, c'est-à-dire que plus un homme est puissant, plus il est difficile de parler, en fait, et de le mettre face à ses responsabilités. C'est encore le cas. On l'a vu avec les accusations contre Nicolas Hulot, contre PPDA, en fait, que des femmes disaient, mais en fait, personne ne m'aurait cru. C'est la même chose pour les hommes puissants en politique, quoi. Ça, c'est sur les comportements individuels, sur ce qu'on peut faire chacun, chacune. Mais après, ce que vous montrez aussi dans le livre, c'est comment les structures, c'est pas dû qu'au comportement individuel, c'est aussi, en particulier les institutions politiques, c'est formé par les lois, par les institutions, par la Constitution, pardon. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi la façon dont sont organisées nos institutions politiques, elle est aussi empreinte de virilisme et elle favorise aussi l'exclusion des femmes, je pense notamment au pouvoir énorme qui est donné au président de la République dans la Ve République. Ce pouvoir, il a vocation à mettre la lumière sur le père de la nation. J'étais troublée de me rendre compte, de me souvenir de ça, que les gens qui travaillaient dans la sphère politique, ils parlent souvent du président de la République en disant le PR. Ouais. Parce que du coup, en le disant très vite dans les conversations, tout le monde parle du père, tout le temps. C'est vrai que c'est... Genre, le père a dit ça. Ça se voit dans ce film incroyable, là, L'exercice de l'État. Les personnages parlent sans arrêt du père. Ouais. Que fait le père? Que fait le père? Ouais, voilà, le président de la République, le père. Oui. Ouais. Non, en réalité, il y a une vraie... la structure de la Ve République donne un pouvoir accru au président de la République, et notamment depuis son élection au suffrage universel direct. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'une personne surplombe absolument l'entièreté de la nation, et de cette personnalisation découlent des mécanismes. Par exemple, la possibilité pour le gouvernement de faire revoter une nouvelle disposition, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'il y a une volonté aussi d'avoir une réelle captation du pouvoir au détriment de la population. Donc on se retrouve vraiment dans des situations de déséquilibre qui sont antidémocratiques en réalité, il faut dire les choses telles qu'elles existent, et qui ont vocation à favoriser l'omnipotence et le claquement de doigts du PR, du président de la République. Ce serait quoi un bon fonctionnement des institutions ou une autre constitution? Mais moi, je pense qu'il y a déjà des choses qui existent, c'est-à-dire que, encore une fois, il y a beaucoup pareil, les camarades de gauche qui parlent de la révolution du grand soir, etc., du renversement. Moi, c'est pas quelque chose auquel je crois. En tout cas, sur le terme révolution, qui veut dire faire un demi-tour, enfin faire un tour complet. Je suis assez d'accord qu'il faut faire une révolution, mais elle n'est pas obligée de se manifester par de l'épique et des lances. Il y a plein de mécanismes qui peuvent être détruits juste par la mise en place d'une instance qui soit en fait composée de citoyennes et de citoyens. Ça peut être mis en place dans plein de domaines différents. En réalité, on est assez peu frappé par des urgences immédiates, sauf Covid, sauf attentat. Et donc, du coup, il y a plein de questions qui peuvent se régler dans un temps de 9 mois. La question du dérèglement climatique, c'est le cas. La question des violences contre les femmes, c'est le cas. On n'est pas obligé de tout traiter en 15 jours hyper rapidement et de mal faire les choses. Donc, on pourrait avoir plein d'assemblées différentes, en fait, qui se pencheraient sur une question, qui permettraient de repolitiser absolument la population. C'est-à-dire, c'est des personnes ensuite qui repartent en ayant appris des choses et en se disant, en fait, la politique, ça peut me concerner. Attendez, j'essaie d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Ouais. C'est-à-dire que vous pensez que pour chaque grand sujet... Ouais. On pourrait... avoir une assemblée de 150 personnes, par exemple. Et tirer au sort. Ouais. Et parfaitement représentative de la population. Ouais. Et qui voterait des lois. Ouais, pourquoi pas. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait fonctionner sans père? Je pense que... Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un chef? Un chef, c'est ça, ou une chef. Ouais. C'est ça la vraie question. Ouais. Moi, je pense que c'est pas nécessaire, clairement, d'avoir une personne qui incarne les choses. Mais je pense qu'il est nécessaire d'avoir une direction qui est donnée dans une situation. Pour un temps donné, il est nécessaire d'avoir de la cohérence dans les actions qui sont menées, il me semble. Ok, mais que cette personne pourrait avoir beaucoup moins de pouvoir. Exactement. Que le président de la République à l'heure actuelle. Voilà, c'est ça. Et moi, je pense que les partis pourraient continuer à avoir un rôle en orbite, c'est-à-dire d'animer et de créer du clivage dans la société, c'est-à-dire un rôle d'information, de mobilisation des citoyennes et des citoyens, sans être au centre et sans finalement avoir pour objectif de se reverser dans l'Assemblée nationale et de venir à la conquête de l'Assemblée nationale et de mettre ses potes à l'Assemblée nationale, en fait, parce que c'est un peu ça le... Est-ce que vous conseilleriez, notamment aux femmes féministes, d'aller investir C'est bien plus que ça. Les syndicats, les partis politiques et toutes sortes d'organisations. Moi, j'ai l'impression que les seules personnes qui peuvent réellement faire correctement de la politique, c'est les personnes qui n'ont pas envie de faire carrière.
C'est les personnes qui n'ont pas envie de le faire, en fait. C'est-à-dire que c'est les personnes qui ont suffisamment de choses à côté pour se dire déjà, je suis capable de partir. Je suis pas omnipotent. Quand on image un narcissisme relativement bien dosé, en fait, et qui fait qu'elles se disent pas, bah tiens, je vais pouvoir parler à la place d'autres personnes. Et donc, en réalité, j'ai l'impression que c'est précisément les personnes qui ne veulent pas faire de la politique qui devraient en faire. Cela étant dit, bien sûr que j'encourage toutes les personnes les plus diverses et variées à se dire qu'elles ont leur place dans le monde politique, et notamment à venir en masse dans le monde politique, parce que l'objectif, c'est de le faire changer, et que on peut pas être 4-5. Donc, une personne ne peut pas, ou quelques personnes ne peuvent pas faire les choses. Il faut des arrivées massives, et il faut une transformation qui soit collective, qui embrasse pas que la politique, mais qui embrasse aussi la façon avec laquelle on se parle. Enfin bon, bref, le changement a propulsé immense. Et moi, j'ai l'impression qu'il est fondamental, justement. Enfin, moi, je suis pas éco-anxieuse, je suis capitalisto-anxieuse. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que le pouvoir actuel, avec ces hommes-là, est en cours de fusion avec le monde économique. Il y a des intérêts communs qui sont en train qui les font se tenir, d'ailleurs, au pouvoir, se maintenir au pouvoir, et qui ne les font pas aller dans le sens d'une rupture avec la société d'abondance, ou en tout cas pas leur abondance à eux. Et du coup, il y a un enjeu réel derrière ça. Il y a un enjeu presque de survie. Je veux pas passer pour complotiste, mais moi, c'est aussi comme ça que je le vois en sortant de l'Assemblée. C'est que notre survie dépend de la façon avec laquelle les institutions vont pouvoir fonctionner, et il faut que ça change vite. C'est pas une question technique, c'est pas une question simplement de justice et tout. Pour vous, c'est une question de survie. Ouais. Et on le voit. On le voit dans d'autres régimes, c'est-à-dire que les États, c'est encore une fois, c'est des fictions. On a vu Trump, on a vu Bolsonaro, on a vu Erdogan, on a vu Poutine. S'ils arrivent à être au pouvoir, c'est bien que dans la plupart des pays du monde, des pays occidentaux, on a le même goût pour la valorisation de la virilité qui fait la démonstration de sa puissance, qui conduit en réalité à la destruction. L'objectif, moi je vois un parallèle assez clair entre les personnes qui prônent la virilité et la volonté de créer de la destruction autour d'eux. Donc le fait que des États en fait soient l'émanation de ces cultures-là, de cette culture-là qui est commune en Occident, est un problème majeur, massif en fait, qu'il faut réussir à dénoncer partout. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai l'impression que le féminisme et d'autres mouvements sociaux et sociétaux, comme l'antiracisme notamment, essentiellement le féminisme et l'antiracisme, peuvent porter en eux vraiment des clés en fait de re-répartition. Parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes logiciels. C'est-à-dire que les féministes n'ont pas pour objectif d'écraser les hommes, contrairement à ce qui est dit partout. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on arrive à vivre collectivement, correctement. Mais justement parce qu'on ne prône pas la virilité, on va pas aller à leur destruction. Et donc, c'est aussi pour cette raison-là, j'ai l'impression que la résolution réside dans le féminisme. Oui, qui n'est pas juste des revendications catégorielles, mais qui est vraiment un projet politique global. Ouais, bien sûr. Quelle est l'œuvre d'art que vous souhaitez recommander aux auditeuristes, Mathilde Viau ? Je voudrais recommander le travail de Rebecca Chaillon, et notamment une pièce que j'ai vue récemment sur la question du corps des femmes, sur la question de leur genre, de leur orientation, de comment elles sont mises dans des catégories en permanence et comment elles sont finalement enfermées par le regard des autres dans leur propre liberté, leur propre capacité d'agir, etc. C'est aussi une pièce sur le sport, sur le foot notamment, qui m'a vraiment touchée, qui s'appelle « Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute ». Et que j'ai vraiment trop aimé. Et le travail de Rebecca Chaillon, de façon générale, est un travail que je trouve hyper créatif, imaginatif, drôle et subversif. Et voilà. L'homme politique, moi, j'en fais du compost. C'est un essai paru chez Stock. C'est le titre de l'essai de mon invitée Mathilde Viau. Vous le reconnaîtrez à sa belle couverture vert d'eau ou bleu, avec un gros titre orange. Je signale aussi que sur le sujet des violences sexistes et sexuelles en politique, il y a pas mort d'homme. C'est une série documentaire de Fiona Texer et Hélène Goutani diffusée dans le podcast Programme B. Et enfin, j'ai envie moi aussi de vous faire une recommandation culturelle en lien direct avec notre épisode. Il s'agit du livre L'abolition des privilèges, signé Bertrand Guillot, qui raconte la nuit du 4 août 1789, celle où la toute neuve Assemblée nationale a décidé de renverser un régime vieux de presque 1000 ans.
alors même que cela semblait impossible. Alors oui, son auteur, Bertrand Guillot, donc, c'est la personne que j'aime le plus au monde, mais si je le recommande, c'est surtout parce que ce roman où tout est vrai peut se lire comme un manuel pour qu'un jour, à notre tour, nous renversions l'ordre injuste qui détruit la planète et nos vies avec. Voilà, c'était le 73e épisode des Couilles sur la table. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos critiques via les réseaux sociaux de l'émission. On est souvent sur Instagram, sur Twitter et on lit aussi attentivement les courriers que vous envoyez à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Je m'appelle Victoire Tuaillon, j'ai créé, imaginé et fait ce programme avec mes invités depuis le tout premier numéro en septembre 2017. Il y a eu pour cet épisode, comme pour les autres, une équipe solide avec moi. Pour cette saison, c'est Naomi Titi qui produit l'émission et assure l'édition, Jeanne Longhini, Lise Niederkorn et Justine Taverne qui s'occupent du marketing et de la communication, et puis Elisa Grenet qui fait la prise de son et la réalisation. Merci pour votre exigence, pour votre attention, pour votre écoute, et à bientôt.